à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du monde de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine, où aujourd'hui nous nous intéresserons aux Green Bonds, ces produits obligataires qui permettent de financer des projets verts, durables ou à impact. On en parlera justement en plateau. Que finance-t-il concrètement? Comment fonctionnent ces obligations? Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Julien Bras, gérant Green Bonds chez Alliance Global Investors. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous reviendrons sur ce qui donne l'impression d'être le thème de cette campagne présidentielle. Tous les candidats ont un avis dessus et formulent des propositions plus ou moins affirmées. S'agit-il de la transition écologique ou de l'inflation ou encore de la politique intérieure ou extérieure de la France? Eh bien non, je vous parle d'un sujet qui nous concerne directement dans Smart Patrimoine, l'héritage, votre héritage et plus généralement les dons ou les transmissions de patrimoine. L'héritage, l'enjeu de la présidentielle, c'est la question que nous nous poserons avec Meyer Azoghi, président de Cyrus Conseil, mais aussi avec Florence Legros, directeur général d'ICN Business School. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Green Bonds, ces obligations vertes qui ont vocation à financer des projets verts ou durables. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Bras. Bonjour Julien Bras. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes gérant Green Bonds chez Alliance Global Investors. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer ce que c'est que ces produits financiers. Donc Green Bonds, dans Green Bonds, il y a Bonds. Donc on comprend que c'est des produits obligataires. Est-ce que vous pouvez nous redonner une définition un petit peu de ce que c'est que ce que ces produits? Alors effectivement, un Green Bond, c'est donc effectivement un produit obligataire, donc une émission obligataire qui est hormis les aspects verts, complètement standard par rapport à une émission obligataire normale. Donc c'est une obligation classique, Exactement. mais avec un objectif qui lui va différer des obligations classiques justement. C'est ça. En réalité, la vraie différence entre une obligation verte et une obligation standard, c'est le fait qu'au moment de l'émission, l'émetteur va s'engager à allouer les fonds levés sur les marchés via cet emprunt obligataire à des projets verts. Donc des projets en lien avec la transition écologique. D'accord. Et tout au long de la vie de l'obligation, l'émetteur va aussi s'engager à reporter un certain nombre d'informations, d'indicateurs aux investisseurs sur les types de projets qui ont été financés, les caractéristiques de ces projets, quels montants ont été effectivement alloués, quels montants restent à allouer, si toutefois tout n'est pas alloué au moment de l'émission. Et c'est vraiment cet aspect de transparence qui différencie ce produit d'investissement par rapport à une autre obligation normale. Donc en fait, quand on émet ces obligations vertes, il y a d'abord un engagement de n'aller financer qu'un certain type de projets qui sont en lien avec la transition écologique. Et ensuite, il y a un engagement de donner la possibilité de vérifier tout au long de la vie de l'obligation, tout au long du financement, qu'on finance bien ce pour quoi on s'était engagé au départ, et donc que des projets verts ou durables. Exactement. Il y a un engagement de reporter au moins une fois par an sur les fonds qui ont été vraiment alloués, quels fonds ont été alloués à quel projet, et quelles sont donc les caractéristiques de ces projets, avec l'idée, in fine, d'avoir la possibilité aussi de mesurer l'impact d'un investissement donné. D'accord. C'est vraiment le point clé et la différence majeure de ce type d'investissement, c'est qu'on est capable de savoir non seulement à quoi les fonds ont été alloués, mais aussi quelle est la réelle contribution de ces investissements à la transition vers une économie alignée avec. D'accord, donc en fait, on ne va pas simplement vérifier si on finance, je ne sais pas moi, par exemple, des énergies renouvelables, mais on va aussi regarder dans les activités de ce qu'on a financé, quel est l'impact de ces activités sur la société ou sur l'environnement. On ne va pas s'arrêter juste à ce qu'on finance, on va s'intéresser finalement à l'impact de ce qu'on a financé. C'est ça. Alors, c'est pas aujourd'hui, on n'a pas une visibilité très détaillée sur l'ensemble du marché. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ce reporting ou ces données, il faut après les comprendre, les analyser, les digérer pour le coup. C'est ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de standardisation sur la mesure de ces impacts, sur la manière de reporter ces impacts-là, quels indicateurs utiliser. Il y a encore beaucoup de différences selon les émetteurs. Certains émetteurs qui ne reportent pas aussi ces éléments et ces indicateurs d'impact. Donc c'est encore l'aspect sur lequel beaucoup de progrès peuvent être faits et vont être faits certainement. Mais c'est
du moins pour nous, investisseurs, vraiment l'enjeu majeur. Et alors, comment on fait quand on est investisseur et qu'on propose du coup ces green bonds, puisque du coup on les offre, c'est pas vous qui les créez, ou en tout cas parce que c'est pas vous qui les émettez, mais en tout cas vous les proposez. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement de vérification aussi. Comment est-ce qu'on fait pour justement vérifier que ce sont bien des green bonds, alors là même que le côté reporting est pas encore uniformisé sur les données qu'il faut récupérer pour comprendre si c'est des green bonds ou non? Alors, nous, on a défini, en tant qu'investisseur, nos critères de sélection. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fois sur deux aspects essentiellement. D'une part, l'aspect, on va dire, quelle est la structure de l'obligation et quels sont justement les engagements pris par l'émetteur. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a bien un engagement de reporting? D'accord. Est-ce que cet engagement est tenu au fur et à mesure de la vie de l'obligation sur le marché secondaire? Parce que le risque, ça pourrait être qu'on prenne un engagement au départ et que finalement on aille financer autre chose, c'est ça? C'est d'où le côté reporting? C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors ça s'est vu très 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 rarement. D'accord. Les engagements qui sont pris sont généralement très bien tenus par les émetteurs. D'accord. Aussi parce qu'il y a un aspect de réputation qui est très important. D'accord, bien sûr. Oui, puis c'est public, j'imagine, du coup. Exactement. Oui, donc bien sûr, oui, donc on sait effectivement, donc très vite, on peut se retrouver avec un sujet de réputation qui peut venir parce qu'en fait, on en avait pris un engagement et finalement, on a financé totalement autre chose. Donc ça arrive assez peu. Mais c'est un risque dont il faut savoir se prémunir. C'est ça, donc c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu d'être capable de suivre la vie de l'obligation et de suivre le fait que l'émetteur respecte et tienne ses engagements ou non. D'accord. Et le deuxième aspect auquel on va s'intéresser aussi, c'est plus sur la partie projet au sens propre, où là on a défini la liste d'activités qu'on souhaite pouvoir financer via des investissements dans ces types d'obligations. Donc en fait, il y a un côté un peu exclusion de ce qu'on ne veut absolument pas financer et il y a un côté un peu sélection de ce qu'on veut financer en priorité et on va se concentrer sur ces obligations vertes-là. C'est ça, en sachant que tous les aspects réglementaires qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui couvrent également ces deux aspects. Donc comment est-ce que les obligations sont structurées, quels sont les engagements pris. Et on le voit notamment au niveau européen au travers du standard Green Bond qui est en train d'être mis en place. D'accord. Et également l'aspect projet et activité, avec cette volonté de définir au niveau européen via la taxonomie ce qui est une activité verte, ce qui ne l'est pas. Donc la taxonomie a un impact direct aussi également sur l'émission de Green Bond, pour le coup, la taxonomie européenne? Oui, puisqu'en fait, le standard Green Bond fait explicitement référence à la taxonomie qui est encore en développement. Et donc, il y a un impact direct sur ce marché-là. Alors, en matière de Green Bond, il y a deux sujets d'actualité. Il y en a un qui est plutôt une bonne nouvelle, l'autre qui est plutôt une critique un petit peu des Green Bonds. On va commencer par la bonne nouvelle. C'est l'Union européenne qui ambitionne de devenir la première entité émettrice de Green Bonds dans le monde. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a quand même une émission assez conséquente en fin d'année dernière, en lien justement avec le plan de relance européen. Comment est-ce que vous regardez ça d'un œil d'investisseur spécialisé sur ce sujet? Alors nous, on le voit forcément d'un très bon œil, parce que chaque nouveau participant vient apporter du volume au marché, d'une part, et puis plus de diversification. C'est un gros marché d'ailleurs aujourd'hui, les Green Bonds? Alors c'est un marché qui a dépassé les 1500 milliards de dollars équivalents au niveau global. D'accord. Et c'est une croissance qui est assez importante, puisqu'on part d'un marché qui n'existait pas en 2007, qui a été très confidentiel pendant quelques années, qui a réellement commencé à se développer en 2014-2015, et qui ensuite s'est vraiment développé de manière quasiment exponentielle avec un volume d'émissions supérieur à 400 milliards l'année dernière. D'accord, donc en 2021 pour le coup. Oui. Et donc là, 1500 milliards au global, et on s'attend à combien pour 2022? Vous savez, non, c'est un peu tôt pour le dire, on est en janvier ou on a déjà des estimations? C'est encore un peu tôt, il y a des estimations qui ont été faites, par plusieurs participants sur le marché. On est sur des estimations qui vont entre 600 milliards et 800 milliards, toujours en équivalent dollars. On verra ce que Bien sera sûr, ouais. Et effectivement, dans ce marché-là, l'Union européenne veut une place de premier choix. C'est ça. Et l'aura très certainement, puisque effectivement, dans le cadre du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, il a été mentionné très clairement que environ un tiers de ces financements iront à des investissements climatiques, bien sûr, investissements verts, et que tout ou partie de ces investissements seront financés via des émissions de Green Bond au niveau européen. D'accord. Donc c'est une nouveauté déjà d'avoir cette dette au niveau européen. Et c'est vrai qu'avoir 7 acteurs présents
sur le marché, c'est vraiment... oui, puis avec d'un côté le côté réglementaire au niveau européen et de l'autre l'engagement de se financer avec ce type de produit. En revanche, il y a les green bonds, comme un certain nombre d'ailleurs de produits ISR n'échappent pas aux critiques, et on a pu lire des articles récemment, d'ailleurs on en a parlé dans cette émission, de certains investisseurs qui s'inquiétaient de voir qu'on pouvait émettre des green bonds et financer des activités qui, dans leur perception, n'étaient pas du tout des activités vertes. Je pense notamment au financement d'un aéroport à Hong Kong, c'est le plus récent qui a été mis en lumière par Reclaim Finance, mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit il y a un problème dans le fonctionnement du produit, ou c'est finalement un manque de pédagogie sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec un green bond? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a déjà, d'une part, le fait que aujourd'hui, on est face à un marché qui est en train de on va dire, finaliser, de se structurer. Bien sûr, et donc qui n'est pas réglementé. C'est-à-dire que, vous nous l'avez dit, il n'y a pas d'uniformisation dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur les green bonds. Ouais. Chacun fait un peu comme il l'entend ou comme il le voit. Le label ISR, par exemple, on ne peut pas labelliser des green bonds avec le label ISR, ou on peut? Alors, on pourrait, mais ça nécessite... ISR et green bond, c'est pas forcément des approches qui sont la même chose. D'accord. Elles peuvent être distinctes, ça peut être des approches qui sont complémentaires. On peut avoir un fonds green bond qui est labellisé ISR. On peut avoir un fonds green bond qui est labellisé Greenfin, qui est le label français directement lié, exactement, et qui est directement lié aux investissements climat. Mais c'est vrai qu'on a un marché qui est réglementé de manière locale dans certains pays. Il est réglementé en Chine, par exemple, depuis 2015. D'accord. Qui va être réglementé bientôt aussi au niveau européen, qui l'est dans d'autres régions. Mais il n'y a pas un seul standard global. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, des émetteurs peuvent considérer dans ce marché, où ce sont finalement eux, toujours aujourd'hui, qui labellisent leurs fonds comme étant, leurs obligations comme étant des obligations vertes. D'accord. On peut avoir un émetteur qui considère que un investissement comme un financement d'aéroport ou d'extension d'aéroport est éligible dans la mesure où les caractéristiques en termes d'efficacité énergétique, par exemple, des bâtiments qui sont construits, sont alignés avec les meilleurs standards. C'est quelque chose qui doit, du moins c'est ce qu'on pense, être analysé de manière assez précise, parce que on peut très bien être, et le point est tout à fait défendable, on peut très bien être sur du bâti à très haute efficacité énergétique et vouloir le financer via une émission d'obligations vertes, ce qui en soit sur le projet en lui-même peut faire du sens. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'une extension d'aéroport, on se pose la question de l'impact après. Exactement. Et on peut difficilement, du moins nous, si on se pose de notre point de vue, mais aussi du point de vue de nos investisseurs finaux, expliquer que via un fonds dédié aux obligations vertes, on finance une extension d'aéroport, c'est assez compliqué parce qu'on fait forcément pas le lien directement entre... Oui, c'est toujours un peu plus compliqué à intégrer ou à comprendre. Et donc, si je comprends bien, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que la réglementation sur le sujet n'est pas la même partout dans le monde, et donc on n'a pas les mêmes attentes partout. Merci beaucoup, Julien Bras. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Vous reviendrez nous en parler, peut-être justement sur ces complexités de comprendre réellement ce qu'on finance. Je rappelle en tout cas que vous êtes gérant Green Bond chez Alliance Global Investor. Merci de nous avoir expliqué le fonctionnement des Green Bonds. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine et ce sujet qui agite tant la présidentielle. Votre héritage, apparemment, selon les politiques, la machine à transmettre son patrimoine cale, ou en tout cas ne correspond plus aux attentes des Français, et chacun y va de sa proposition. Certains veulent exonérer les dons, d'autres prendre l'intégralité du patrimoine transmis au-delà d'un certain montant. On décrypte ces enjeux avec Meyer Azoghi, président de Cyrus Conseil. Bonjour Meyer Azoghi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, et on décrypte également ces enjeux avec Florence Legros. Bonjour Florence Legros. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes directeur général d'ICN Business School, et on va commencer avec vous Florence, une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, mais pourquoi est-ce que selon vous l'héritage, ce sujet de la transmission de patrimoine est autant au cœur des débats, alors qu'il y a plein de sujets qui pourraient être abordés dans cette campagne présidentielle, et qu'on a l'impression que c'est le premier sujet sur lequel tous les candidats ont envie de s'exprimer à l'ouverture de cette campagne plus ou moins officielle là, pour chacun des candidats?
La première raison, probablement, c'est parce que le sujet a été abordé. Oui. Et donc, non, mais il y en a qui n'ont pas été abordés. C'est vrai, pas encore. Ouais. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'affect, c'est-à-dire c'est ce que j'ai accumulé, c'est le fruit de mon travail, de toute une vie, etc. Donc je veux transmettre à mes enfants le fruit de ce travail. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affect là-dedans, même si, en fait, on en parlera probablement, mais souvent l'héritage est assez limité. Et alors, il y a beaucoup d'affect là-dedans. Pour autant, aucune proposition des candidats, Meyer Azogui, ne dit moi, je trouve que le système fonctionne bien, donc on reste sur le système actuel. Ils veulent tous le changer. Ça veut dire qu'il y a un constat d'échec du système de transmission de patrimoine actuel, ou on est de l'ordre de j'ai envie d'exister politiquement, pour le dire gentiment? Il me semble qu'il y a trois raisons. La première, c'est que c'est un sujet éminemment politique. D'accord. La meilleure preuve, c'est comme vous le disiez, 75% des patrimoines ne sont pas taxés en France. 75%, et contrairement à l'adage qui veut que l'impôt le plus juste soit celui que paye le voisin, là, 75% des Français sont pour la réduction des droits de succession, alors qu'ils ne savent pas qu'ils ne vont pas en payer. Puisque le patrimoine moyen qui est transmis en France, c'est 135 000 euros. Et donc, en dessous de ce montant-là, on ne paye pas de... C'est pas qu'on ne paye pas. Le montant global du patrimoine transmis est de 135 000 euros. Après, avec les abattements, etc., ce qui fait que 75% des patrimoines ne sont pas taxés. D'accord. En plus, pour l'État, ça représente à peu près 1% du budget global de l'État, les droits de succession. Donc, on est sur un sujet qui est politique et qui est également été mis. Il y a eu le Conseil... il y a eu un débat avec un rapport qui était remis par le Conseil le Conseil d'analyse économique. Voilà, le Conseil d'analyse économique qui a pointé des inégalités en disant on voit qu'il y a une inégalité entre les patrimoines des plus riches, des plus pauvres, et on proposait des mesures qui sont drastiques. Je ne sais pas si on en parle, certaines sont catastrophiques. C'est un rapport qui a été fait par des chercheurs, d'éminents professeurs, mais bon, la réalité économique derrière, notamment sur la remise en cause du pacte du Dutreil, serait catastrophique. Ensuite, je crois que c'est un petit peu sociétal. Alors, juste ce conseil d'analyse économique, moi j'avais noté quand même un chiffre qui pointait, c'est que l'héritage représente 60% du patrimoine total d'un foyer français actuellement. C'était 35% au début des années 70. Donc ça veut dire que l'enrichissement des Français passe de plus en plus par l'héritage, ce qui était moins le cas avant. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir si c'est un sujet politique, puisque du coup, il y aurait, selon un certain nombre de candidats, une espèce de répercussion d'inégalité du fait de la naissance. C'est pour ça que je veux dire c'est politique, parce qu'effectivement, d'abord, le patrimoine moyen des Français augmente, et il arrive un moment, la question à se poser, c'est est-ce qu'on partage la misère ou la richesse? Certains estiment qu'en partageant l'inégalité, elle se fait déjà par l'impôt. Et je pense que focaliser sur les droits de succession, c'est oublier l'ensemble des autres impôts. D'accord. Un chef d'entreprise qui va vendre son entreprise aujourd'hui, il va d'abord payer de l'impôt. 34%, c'est plutôt un taux acceptable. S'il a la mauvaise idée de décéder le lendemain, tranche à 45% pour ses enfants, il va lui rester 35%. Il part d'une valeur de 100, plus-value, droits de succession, il en reste 35. Les droits de succession sont à 45% en marginal, en ligne directe. Donc ça concerne très peu de monde, mais les personnes concernées sont des enjeux cruciaux, notamment pour les entreprises. Et donc, il y a effectivement les aspects de taxation, mais je pense qu'il y a aussi le fait de dire comment est-ce qu'on peut mieux répartir cette richesse. Et l'un des points qui a été mis en avant, c'est qu'on le voit, notamment ça vient des pays anglo-saxons, où la philanthropie est extrêmement développée. Et on dit en France, il faudrait peut-être revoir le principe sacro-saint du code napoléonien de la réserve héréditaire, la réserve légale et la quotité disponible, où les enfants sont obligatoirement réservataires. Si j'ai un enfant, j'ai une réserve d'un tiers, 2 tiers pour les 2 enfants et 3 quarts. Donc ça veut dire que je ne peux pas tout donner. Si je suis très riche et que j'ai envie de donner à une association, à une fondation, je ne peux pas le faire. Je dois passer une partie de mon patrimoine aux enfants. L'idée, ce serait de dire, finalement, est-ce que je pourrais déshériter mes enfants, c'est ça? Absolument. C'est une idée qui peut être intéressante, qui n'est pas mise en place. Ah, c'est intéressant, parce que du coup, là, on sort des propositions actuelles de campagne. Florence Legros, je vous vois réagir sur le sujet. Tout à fait. C'est parce que, en fait, ce qui est intéressant dans les propositions de campagne, précisément, c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que si on compare avec les systèmes américains, par exemple, aux États-Unis, le prélèvement se fait à la source. Et après, vous avez complète liberté de tester. D'accord. Parce qu'en France, on n'a aucune liberté de tester, enfin, sur la part réservataire, et donc je parle souvent de contrôle, évidemment, mais en fait, dans 70% des cas, après, c'est quand même égalitaire.
soit parce que la part réservataire conserve l'égalité, soit même parce que les gens font un testament, mais en réalité, ça ne va pas changer grand-chose. Ils vont simplement écrire que la maison de campagne revient à la fille. Et ça peut être crucial, parce qu'il y a l'aspect fiscal et après il y a l'aspect de répartition du patrimoine avec les indivisions qui peuvent être catastrophiques dans des familles. Mais ce que vous dites, c'est que globalement, il y a une égalité entre enfants. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis, vous payez avant et après, vous avez totale liberté de tester. Donc on veut transmettre 100 000 euros, alors ça peut être plus, mais on paye d'abord et ensuite donc je vais payer 20 000 on divise euros. comme on veut. Et après, c'est pas que je divise comme je veux, c'est que si ça me fait plaisir, je vous donne à vous ou à la petite dame qui s'est occupée de moi jusqu'à la fin de mes jours. Et je déshérite complètement mes enfants. Je déshérite la liberté. Oui, puis on peut même d'ailleurs transmettre à ces animaux, ce qui n'est pas possible en France. Alors, ceci dit, et ça revient quand même à la première question, pourquoi est-ce qu'il y a un peu d'affect, c'est qu'on observe quand même que les Américains sont quand même... Alors, ils passent tous par un lawyer, parce que quand même ça se fait, mais en réalité, à la fin, c'est relativement égalitaire. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, ça change marginalement. Donc, il n'y a pas de proposition. On n'a pas cette proposition qui serait quand même après assez révolutionnaire, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'on casse les dynasties, comme ça. Donc, c'est quand même un sujet politique. Et il n'y a non plus, en fait, pas tellement, je trouve, de distinction entre ce qui est aide, donc ça c'est quand les enfants sont jeunes, donation et héritage. Et donc là aussi, il pourrait y avoir une proposition révolutionnaire qui serait de dire, au contraire, on taxe à mort l'héritage pour faciliter les donations. Avant, effectivement, le décès de la personne. Parce que c'est vrai que là, effectivement, donc là, j'ai les propositions sous les yeux. Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, on augmente des seuils, on baisse certains seuils, exact. Ou alors on dit au-delà de 12 millions d'euros, quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, je prends tout parce que je considère qu'il faut éviter de répliquer finalement certains gros patrimoines. Mais on n'a pas de changement drastique de fonctionnement. Les effets de levier sont de deux natures. Il y a ce qu'on appelle les niches fiscales et puis il y a les abattements et la durée de renouvellement. L'abattement aujourd'hui est de 100 000 euros et il peut être renouvelé tous les 15 ans. Donc quand on commence à transmettre un patrimoine, c'est rarement avant 60 ans. Donc ça, c'est 100 000 euros par enfant que je peux donner tous les 15 ans, je ne suis pas taxé dessus. Absolument. On a connu beaucoup mieux. À l'époque de Sarkozy, c'était tous les 6 ans et 150 000 euros. Donc beaucoup de candidats reviennent sur ce quantum et notamment... Valérie Pécresse propose de revenir à 6 ans et d'augmenter à 200 000 euros pour le coup. 200 000 euros. Certains proposent de l'élargir aux frères et sœurs, bien sûr. Puisque les frères et sœurs sont taxés à partir de 16 000 euros à peu près. Là, on mettrait le même seuil à 100 000 euros. Donc c'est ce seuil. Donc ça, c'est notamment Marine Le Pen qui propose ça pour le coup. Oui. Et combien de fois on peut le renouveler? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est appelé niche fiscale. Alors, on met l'assurance vie à toutes les choses, notamment ce rapport parle beaucoup d'assurance vie. J'ai peur que ce soit un petit peu biaisé, parce que l'assurance vie aujourd'hui, au-delà de 800 000 euros, j'arrondis, que les spécialistes... Bien sûr, pour qu'on puisse comprendre, effectivement. Au-delà de 800 000 euros, le taux d'imposition en assurance vie est de 31,25%. Vous voyez la précision. Donc, la niche fiscale est quand même assez limitée. Bien sûr. Puisque la tranche marginale est de 45%. Et 45%, c'est quand on reçoit un patrimoine en pleine propriété. Donc déjà, quand il y a un démembrement, donc l'usufruit d'une propriété, souvent le conjoint qui n'est pas taxé, là c'est la loi TEPA de Sarkozy aussi qui fait que les conjoints ne sont pas taxés en France. Bien sûr. Quand ils héritent, effectivement. Par contre, quand eux-mêmes décèdent et qu'ils transmettent, là, pour le coup, il y a une taxation. Il y a une taxation. Donc, le fait de se dire, on a la possibilité de profiter de l'assurance vie de façon totalement exonérée, c'est faux, puisque c'est limité avant 70 ans et c'est taxé à 31,25%. Donc ça, c'est un sujet qui est mis sur la table, notamment par Yannick Jadot, mais par d'autres, de dire finalement on peut transmettre son patrimoine de différentes façons, via l'assurance vie, via des niches fiscales ou autres. Moi, je supprime tout et je considère que dès que c'est transmis, c'est sous la même enveloppe fiscale. À la limite, pourquoi pas simplement qu'il ne touche pas au passé. D'accord. Ce qui a été fait avant une certaine date, parce que c'est la remise en cause de la parole de l'État et l'économie fonctionne avec de la confiance. Donc l'assurance vie, les exonérations, et puis surtout ne pas toucher au pacte Dutreil qui permet de transmettre une entreprise dans des conditions acceptables. Et encore une fois, c'est un actif non liquide. Bien sûr. Et souvent, la succession met fin à une entreprise, à beaucoup de liquidations, ou même des grosses entreprises qui ne peuvent pas continuer à grossir. On a beaucoup moins de TI qu'ailleurs. Et donc, à un moment, vouloir casser ce qui marche, moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire flécher l'argent vers l'économie réelle. L'assurance vie, vous voulez supprimer le droit de succession sur l'assurance vie, qu'il n'y ait plus d'exonération? OK.
ça peut ne plus se justifier. À la fin, c'était pour financer les déficits publics puisqu'il y avait beaucoup d'obligations. Aujourd'hui, on leur dit, si vous investissez dans du non-coté, dans des entreprises réelles, qui sont RSE pour aller dans le sens, etc. On pourrait avoir des exonérations pour financer. Alors juste, moi, il y a un sujet que j'aimerais traiter, il reste quelques minutes. Florence Legros, on a parlé effectivement donc, par exemple de pouvoir transmettre à ses frères et sœurs ou autres. Il y a quand même quelque chose qui revient souvent, et ça revient d'ailleurs même dans cette idée de pouvoir transmettre plus souvent, c'est la transmission intergénérationnelle, de transmettre de ses grands-parents à ses petits-enfants. Et là, on se dit, il y a peut-être c'est là où la machine cale, c'est qu'en fait, avec l'allongement de la durée de vie, est-ce que l'héritage a le même rôle ou le même intérêt qu'il y a ne serait-ce que 20 ans ou 50 ans? Non, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, on disait tout à l'heure que peut-être il fallait réfléchir sur l'accélération des donations, parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, effectivement, le patrimoine va finir par tourner, je sais, je ne vais pas être politiquement correcte, mais entre des vieux de 120 ans et des vieux de 100 ans. Et donc, c'est quand même pas très dynamique pour l'économie. Et ça, les études de l'INSEE le montrent. Le fait de faire des donations, ça est un accélérateur de croissance. Et notamment parce que, en fait, ça permet de créer des entreprises, quelle que soit la forme de la donation, d'ailleurs. Donc, et les créateurs d'entreprises, en fait, en France, sont souvent des gens qui ont perçu des donations. Et donc, il ne faut certainement pas négliger cet aspect. Et de manière générale, je crois aussi que le débat, quelquefois, on a l'impression qu'il se focalise autour des riches. Donc, qui utilisent des niches fiscales. Et on a l'impression là qu'un riche, c'est Hong Picsou en train de baigner dans ses... oui, ou qu'un entrepreneur, même c'est Hong Picsou en train de baigner dans ses sous. C'est pas toujours le cas. Alors qu'un entrepreneur... Ça peut léguer des dettes aussi. Ça peut léguer des dettes. C'est un patrimoine non liquide. Et c'est un patrimoine non liquide. Et c'est surtout un patrimoine productif. Et d'ailleurs, les gens qui font des donations aujourd'hui en France, c'est d'abord effectivement des hauts patrimoines, mais aussi les agriculteurs, par exemple. Et donc là, on a clairement un patrimoine qui n'est pas liquide et qui est un patrimoine productif. Donc il ne faut quand même pas tout mélanger. Meilleur Azogui, il reste 30 secondes. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, on hérite de plus en plus tard. Et donc il y a une question de transfert d'actifs de génération qui vont aller, si je donne de l'argent à mes enfants, elles vont consommer, je dis elles parce que j'ai des filles, bien sûr, elles vont consommer, elles vont payer de la TVA, elles vont acheter un bien immobilier, elles vont payer de la taxe foncière. Donc il s'agit de voir comment on peut faire circuler ce patrimoine et encore une fois, comment on crée de la richesse pour mieux la répartir. C'est indéniable qu'il y a des inégalités, mais ce n'est pas en taxant qu'on va réussir. C'est très simple, l'impôt c'est égal à un volume multiplié par un taux. Bien sûr. Au CP, on le comprend. Si on augmente le taux, le volume diminue. On l'a vu avec la taxe à 75%, les recettes n'ont jamais été aussi basses. Depuis qu'il y a la flat tax, l'argent circule, il y a de la création de valeur et de la taxation qui est naturelle. C'est la contribution de chacun à la vie publique, on va dire. Merci beaucoup Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil. Merci beaucoup Florence Legros, directeur général d'ICN Business School. Il y a un sujet quand même qui revient régulièrement, c'est celui de la transmission d'entreprise. Là, on a traité ça de manière générale. Ce sera peut-être intéressant d'ailleurs de se retrouver pour parler spécifiquement de la transmission d'entreprise. Il n'y a qu'un seul candidat qui en a parlé pour l'instant spécifiquement. Enfin, deux, il y a Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui en parlent sans vraiment en parler. Mais peut-être qu'on aura plus d'éléments la prochaine fois. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de Smart Patrimoine sur Bismart.